Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure générale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, notre recherche et notre capacité à comprendre, à créer et à innover. De laboratoires sont issues les innovations dont découleront nos modes de vie futurs et les emplois de demain vont y éclore. Ce sont aussi par exemple des nouvelles thérapeutiques qui guérissent et guériront nos patients. Ce sont encore les solutions qui rendront nos modes de vie durables et protégeront, et il y a été d'urgence, notre biosphère. Notre capacité à comprendre est le produit de notre recherche. La montée globale des connaissances sur ce qu'est notre planète, sur le corps humain, les phénomènes physiques et chimiques, les interactions sociales, sur notre histoire et notre culture, s'inscrit autant dans le présent du vivre ensemble et du développement économique et social que dans le futur, et notre aptitude à le dessiner, à le rendre possible, à le rendre meilleur. Alors, en mesurant son caractère si crucial, nous pouvons nous réjouir de la qualité indéniable de notre recherche et de l'engagement de ses acteurs. La France est et a été, au long de son histoire, une grande nation scientifique. Nous pouvons aussi, pour elle, vouloir le meilleur et à cette fin prendre conscience avec bienveillance et lucidité des phénomènes d'érosion à l'œuvre. Recul de la place de la France dans la recherche mondiale, baisse de l'attractivité des carrières scientifiques, désespérance dans les laboratoires, manque de financement, blocage dans les processus de valorisation et dans les passerelles publiques-privées, insuffisance marquée de la culture scientifique et technique de la population et son corollaire qu'est l'explosion des fake news, et notre actualité pandémique n'en a pas été épargnée. Aujourd'hui, trop nombreux sont les départs de jeunes chercheurs à l'étranger qui, après avoir été formés par notre système éducatif, ne participeront pas au rayonnement de notre pays. À des titres différents, Esther Duflo et Catherine Dulac en sont des exemples révélés cette année. Ils témoignent plus généralement d'un manque d'attractivité du métier de chercheur en France. Or, attirer les meilleurs d'une génération vers ces métiers est bien là l'enjeu. Cela n'est pas dû seulement à des questions financières, qu'il s'agisse de rémunération trop faible ou de manque de ressources pour conduire les travaux. Non, le malaise me paraît en partie dû aussi à un sentiment de blocage, des procédures complexes, parfois opaques, une coordination perfectible entre universités et organismes de recherche publics, ou encore entre public et privé, une ouverture trop timide sur le monde de l'entreprise, vers lequel les découvertes de nos chercheurs devraient pourtant déboucher comme naturellement. Nos défis sont donc nombreux pour rendre à notre recherche négligée depuis tant d'années la place qui leur revient au cœur de notre société, mais aussi à l'international. Et c'est à les relever que le projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche que nous avons examiné aujourd'hui s'attelle. Il s'y attelle sur le temps long, et c'est bien ce temps dont la recherche a besoin. Ce projet de loi a en effet le mérite de tracer des perspectives de moyen terme, faisant fi des échéances politiques immédiates. Si ce point a pu faire l'objet de critiques, il montre, à mon sens, une réelle volonté de se dégager d'un calendrier purement institutionnel pour penser la recherche de demain. Nos laboratoires ont besoin de visibilité dans le temps, au-delà des échéances électorales qui rythment cet hémicycle et des fluctuations de majorité. Je suis heureux que nous lui donnions enfin ce souffle et les moyens associés au travers de ce loi de programmation, mais aussi à travers le plan de relance, le plan d'investissement d'avenir, les programmes européens et autres contrats État-région. Le projet de loi s'efforce d'apporter à la fois une vision que le rapport annexé explicite avec conviction, des moyens financiers, des améliorations sur l'ensemble des points de blocage identifiés. Même si pouvant apparaître modeste d'apparence, la levée de ces goulots d'étranglement ne sera pas moins décisive à moyen et long terme. Ces mesures de simplification sont comprises dans les titres 4 et 5 dont je suis rapporteur. Le titre 4 du projet de loi s'efforce d'abord d'améliorer les relations entre le monde de la recherche et l'ensemble de la société, notamment le monde de l'entreprise. Je sais combien, dans la recherche en santé, qui est le domaine où je peux avoir quelques compétences et qui m'est cher, cet enjeu est crucial pour que le travail de nos chercheurs se traduise en bien-être pour nos patients. L'article 13 élargit ainsi les possibilités ouvertes aux agents publics de participer à la vie d'une entreprise, voire d'en créer une, lorsqu'il s'agit de valoriser des travaux de recherche. L'article 14 permet aux chercheurs et enseignants-chercheurs de se partager plus facilement entre une activité d'enseignement, une activité de recherche et un emploi à temps partiel dans une entreprise, grâce à un assouplissement du régime de cumul d'activités à temps partiel et de mise à disposition. L'article 15 prévoit notamment que les organismes de recherche, à l'instar des établissements d'enseignement, puissent créer des dispositifs d'intéressement susceptibles d'impliquer davantage encore les chercheurs, sur un plan financier, dans les résultats et les applications de leurs recherches. Notre travail en commission s'est inscrit dans cette fluidification des échanges entre le milieu de la recherche et la sphère privée. Il a notamment consacré non plus seulement la notion de relation, mais d'interaction entre eux, ouvert la possibilité de créer ou de participer à une entreprise, de valoriser ses recherches, y compris pour les agents de la fonction publique hospitalière, inclut les contrats conclus avec les collectivités territoriales au nombre des situations de valorisation,
permis au personnel de la recherche de participer à une entreprise existante en qualité d'associé ou de dirigeant, permis à un salarié du privé de bénéficier sans rompre son contrat de travail d'une autorisation d'absence d'une durée maximale d'1 an pour enseigner à nos côtés ou pour participer à une activité de recherche dans un établissement d'enseignement supérieur. Autant de mesures qui favoriseront les échanges entre le monde de la recherche et l'ensemble de la société et de l'économie, je l'espère, au plus grand bénéfice de tous, mais d'abord à celui des chercheurs. Mais c'est aussi d'accélérer la connaissance réciproque de ces acteurs dont il s'agit. Le dernier titre du projet propose quant à lui diverses mesures de simplification et de réorganisation. Quelques exemples. L'article 19 remplace par un simple régime de déclaration préalable le régime actuel d'autorisation auquel sont soumis les agents publics lorsqu'ils veulent exercer une activité accessoire qui relève de leur mission statutaire. Je suis favorable à cette mesure, même s'il me semble que ce cumul doit garder des proportions raisonnables. Faut-il pour cela imposer un plafond dans la loi? Ou bien celle-ci doit-elle prescrire à leur organisme de rattachement d'en fixer un? La première solution présente l'inconvénient d'aligner d'avance au cordeau des situations très diverses. La seconde pourrait créer des inégalités entre chercheurs selon leur établissement d'origine. Après réflexion, j'ai préféré en rester un appel à la sagesse. L'article 20 bis, que j'ai introduit par voie d'amendement, autorise les autorités compétentes à adapter en cas d'urgence la nature, le nombre, le contenu, le coefficient et les conditions d'organisation des épreuves d'examen qui pourront notamment s'effectuer d'une manière dématérialisée. Il tire ainsi les conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19 en permettant de façon pérenne aux autorités compétentes de prendre toute mesure d'adaptation des modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, ceci bien sûr en cas de force majeure. Le titre 5 prévoit également dans son article 22 une révision des règles d'ouverture et de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur privés, dans le sens d'un renforcement du contrôle des conditions exigées des personnels de direction et de l'enseignement et de lutte contre les fraudes et les atteintes à l'ordre public. Sont notamment visés les établissements d'enseignement supérieur privés susceptibles de s'inscrire dans une approche communautariste, voire sectaire. Il ne faudrait cependant pas que les autres établissements en pâtissent. Enfin, l'article 24 crée auprès de chaque centre hospitalier universitaire un comité territorial de la recherche en santé où seront aussi représentés les universités, les autres établissements de santé, les professionnels de santé libéraux, les organismes de recherche et les collectivités territoriales, et pourquoi pas les représentants des industriels du secteur. Les pôles de compétitivité doivent y avoir toute leur place. La coordination serait assurée par le CHU et l'université. Le titre 5, avec ses atours de liste à l'après-vert, a pour fil rouge de lever diverses barrières pour simplifier, fluidifier et encore mieux coordonner. Il complète ainsi utilement les titres qui le précèdent et donne une impulsion en matière d'efforts budgétaires et de ressources humaines, de financement et d'organisation, d'ouverture sur l'économie et la société. Avec le projet de loi que nous avons à examiner ce jour, la politique publique de la recherche se dote donc d'un cap et d'une feuille de route concrète au service de notre communauté scientifique et de notre avenir commun. Comment ne pas s'en réjouir? Je vous remercie.